Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré au rehaussement des ponts sur le canal Albert. Donc, l'objectif aujourd'hui est de vous informer par rapport aux enjeux du projet, par rapport aux travaux et à leurs impacts, notamment en termes de mobilité. Donc je vais me présenter. Donc moi, je suis Céline Ellemans et je suis ingénieure au SPOE Mobilité Infrastructure, qui est donc le maître d'ouvrage du projet. Et je serai accompagnée pour cette présentation de Frédéric Gens, directeur de projet au bureau d'études Greysch. N'hésitez pas pendant la durée de la présentation donc de laisser vos questions dans le chat. Nous avons prévu un moment d'échange après la présentation pour pouvoir y répondre. Donc voilà, donc je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Je reviendrai avec un bref historique sur l'évolution du transport fluvial entre Liège et Anvers. Donc il faut savoir qu'avant la construction du canal Albert, on pouvait relier Liège et Anvers via 3 canaux, mais c'était uniquement réservé pour des péniches de maximum 600 tonnes, mais qui ne pouvaient charger au maximum 450 tonnes. Et donc il fallait pas moins de 14 jours pour aller d'un bout à l'autre, notamment en raison des différents obstacles qui se trouvaient sur la liaison. Il y avait pas moins de 24 écluses, 63 ponts mobiles et des zones comme la traversée de Maastricht qui étaient particulièrement encombrées. Et donc tout ça, ces 14 jours de délai faisaient que les prix du transport étaient très élevés, ce qui avait forcément un impact direct sur le prix des marchandises. Et donc pour remédier à ça, il a été décidé de construire donc, le canal Albert pour avoir une liaison plus directe entre Liège et Anvers. Et donc le canal, donc, qui est long de 129 km de long, a été inauguré en 1939. Et donc l'objectif, c'était vraiment de permettre à des bateaux plus importants, donc pouvant transporter 1350 tonnes jusqu'à plus tard 2000 tonnes, jusqu'à Anvers. Alors sur la photo ici, pour ceux qui connaissent, on voit notamment le creusement de la tranchée de Caster à côté des écluses de l'Aneille. Dans les années 60, l'administration a entamé un vaste programme de modernisation de son réseau fluvial, dont faisait partie le canal Albert. En effet, vu l'augmentation du trafic, il était nécessaire de le moderniser pour pouvoir accueillir des bateaux plus grands. Et donc, il a été décidé d'élargir le canal pour pouvoir accueillir des bateaux jusqu'à 9000 tonnes. Et donc, sur cette photo, elle est assez intéressante. Donc, on voit ici sur la gauche, en fait, c'est la zone actuelle du Trilogie Port. Et on voit, en fait, l'ancienne largeur du canal et la largeur du canal actuel. Et alors, si on regarde bien aussi, on voit le pont de Hacourt qui est le long du quai et qui attend d'être mis en place. Parce que c'est durant cette modernisation que les ponts de Laneille, Lix, Hacourt et Hermal, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ont été construits. Et donc, si on fait un bref résumé, avant, il fallait 14 jours à des péniches de 450 tonnes pour faire la liaison entre Liège et Anvers. Et aujourd'hui, il ne faut plus que 14 heures pour des bateaux pouvant charger jusqu'à 9000 tonnes. Alors, pourquoi relever les ponts sur les canals Albert ? Ça permet d'augmenter encore la capacité du canal en permettant à des bateaux de naviguer avec 4 couches de conteneurs au lieu de 3 actuellement, et donc d'augmenter encore l'attractivité du transport fluvial et en conséquence de réduire le nombre de camions sur les routes. En Flandre, ils ont déjà réalisé des travaux d'élargissement du canal entre Anvers et Wenningen et ils ont également mis à gabarit près de 62 ponts. Et donc, ça paraissait logique de continuer cette évolution du côté wallon. Et alors, chez nous, les travaux concernent donc les ponts de Laneille, les ponts de Lix, Hacourt et Hermal sous Argenteau. Et les travaux sont rendus possibles grâce à 2 sources de financement. Donc, on a la chance d'avoir des financements européens via le plan national de la reprise et la résilience, et côté wallon via le plan de relance pour la Wallonie. Donc, je vais passer maintenant la parole à Frédéric pour les aspects plus techniques des chantiers.
Merci Céline. Donc je vais essayer maintenant en un quart d'heure de vous donner un aperçu des différents projets qui sont en cours de développement et qui vont être réalisés dans les prochains mois ou années. On va commencer par le pont de l'Année, qui est donc un ouvrage dit Aubané, construit effectivement années 70-80. Ce pont, en réalité, après étude, libère déjà un gabarit à 9,10 m sur une grande passe navigable. On a déjà, donc, comme on le voit sur la diapo ici, 52 mètres, plus ou moins au centre, pour lesquels le gabarit à 9,10 m est déjà disponible. Et donc, il a été décidé de ne pas toucher à cet ouvrage, puisque la demande initiale, c'est d'avoir les 9,10 m sur toute la largeur, mais les 52 mètres ont été jugés suffisants pour permettre le passage et le croisement en sécurité des bateaux. Donc, ce qui sera fait sur cet ouvrage, c'est simplement mettre en place une signalisation fluviale pour contraindre le passage, la navigation dans les 52 mètres centraux. Alors, on profite néanmoins des travaux pour faire des petites interventions sur cet ouvrage et essentiellement intégrer et sécuriser le passage des modes doux. Comme on le voit sur la diapo ici, le pont actuel ne laisse pas beaucoup d'espace aux modes doux et engendre parfois des conflits. On a très très peu de circulation sur cet ouvrage, circulation automobile, c'est moins de 500 véhicules jour. Et il a été décidé d'y mettre en place ce qu'on appelle une chaussée à voie centrale, qui est un type de voirie pas encore très, très utilisé en Belgique, on commence à les voir en France, mais en fait, les automobiles seront amenés à circuler sur une bande centrale de 3,50 m, avec 2 pistes cyclables marquées de chaque côté d'1,75 m. Et en cas de croisement d'un véhicule sur le pont, ce qui est censé arriver quasiment jamais vu le nombre de véhicules, eh bien ceux-ci sont amenés alors à mordre sur les pistes cyclables, mais les cyclistes restent prioritaires. Et donc s'ils mordent sur la piste cyclable, c'est en vérifiant qu'ils ne gênent pas le passage de cyclistes. Voilà un exemple d'un pont traité de ce type-là en France. Et donc sur l'ensemble de la longueur de l'ouvrage, le revêtement sera remis en œuvre pour développer cette chaussée à voie centrale. En termes de planning, sur l'année, on parle d'un chantier qui devrait durer plus ou moins 3 mois, avec au maximum 2 semaines de coupure à la circulation sur l'ouvrage, qui sont, comme vous le voyez sur la diapo ici, pour le moment cadrés au début du 2e semestre de 2025. Je passe directement au pont de l'Ix, le 2e ouvrage en partant de Laval sur le canal. Cet ouvrage, lui, est également un pont dit Aubané, à 4 travées, comme on le voit sur la diapo ici. Et, chose importante, le gabarit fluvial doit en fait être passé à 9,10 m dans la zone entre les 2 pylônes, qu'on appelle la travée P2, P3, entre les 2 pylônes là sur la diapo. Et c'est important parce que, comme vous allez le voir ici, pour libérer de gabarit, il manque grosso modo 1,60 m. Et donc on aurait pu relever l'ouvrage verticalement, comme un corps rigide à la verticale d'1,60 m, mais ce faisant, on aurait dû alors récupérer ce 1,60 m aux deux extrémités du pont, donc aux 2 appuis sur la terre ferme, via un aménagement des rampes qui arrivent sur ces 2 culées. Ça veut dire des terrassements relativement importants de part et d'autre. Il a donc été préféré de faire une rotation de l'ouvrage, comme on le voit ici, c'est-à-dire que l'ouvrage à sa culée en rive gauche, côté Loun, ne va finalement pas bouger verticalement, mais va uniquement tourner de 0,4 degrés, imperceptible et sans modification sur le génie civil là autour. Et par contre, pour ceux qui voient la géométrie, en tournant ainsi, au lieu de monter d'1,60 m, qui était le minimum à la verticale en rive droite, on va monter de 2,16 m pour s'assurer que le gabarit de 9,10 m soit disponible partout entre P2 et P3. Maintenant, monter de 2,16 m ou 1,60 m, ça nécessite plus ou moins le même type d'intervention à rive droite. Et donc, pour l'économie du projet, il a été jugé plus facile de réaliser cette rotation plutôt qu'un déplacement vertical de l'ouvrage. Ceci, c'est une vue anamorphosée de l'ouvrage après sa rotation, et donc vous voyez que ça nous amènera sur de l'ordre de 130 mètres au-delà de l'ouvrage, côté Lix, en rive droite, à revoir le profil en long de la rampe qui vient se connecter sur le pont. La petite coupe ici en bas à droite vous illustre une coupe type dans cette zone-là, c'est-à-dire que finalement on va refaire un remblai pour remonter petit à petit la rampe afin qu'elle atteigne le nouveau niveau du pont.
De nouveau, sur cet ouvrage, on profite de ces travaux pour intégrer mieux les modes doux et sécuriser les modes doux. En réalité, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de mode doux sur cette traversée, puisqu'on est sur une voirie à 2 x 2 bandes, qui est extrêmement surdimensionnée. Les analyses de mobilité et les comptages qui ont été réalisés montrent qu'on n'a pas du tout besoin de cette assiette complète de voirie. Et donc, le projet, en fait, va restreindre la zone dédiée aux véhicules, c'est-à-dire que vous pouvez le voir sur la coupe ici, actuellement on a les 2 x 2 voies et dans la situation projetée, on va en fait mettre les véhicules dans la zone la plus au sud, en voirie qui se croisent, deux bandes de circulation uniquement, mettre un séparateur central et dédier l'assiette côté sud totalement à la mobilité douce, piétons, cyclistes. Un exemple ici en bas à droite qui peut être inspirant par rapport à cet aménagement, c'est un aménagement similaire qui a été réalisé sur un autre pont en Flandre où on voit que l'assiette globale de l'ouvrage a été dédiée pour moitié aux véhicules et pour moitié aux modes doux. Alors évidemment, ça n'a pas de sens de faire cette intervention pour les modes doux uniquement dans la zone rehaussée de l'ouvrage, puisqu'on est sur une nationale. Et donc en fait, cet aménagement va être réalisé tout le long de la nationale 602, en profitant pour faire passer la vitesse des véhicules de 90 à 70 km/h afin de pacifier un peu toute cette zone. Et bien sûr, au niveau des différents cercles rouges sur la diapo ici, on va gérer les carrefours et les croisements pour sécuriser les traversées entre zones cyclables et zones dédiées à l'automobile. Ces travaux vont être phasés de manière à couper la circulation sur le pont le moins longtemps possible. Et donc, en réalité, dans une première phase de travaux, on va mettre la circulation automobile uniquement sur les 2 bandes ici au centre. C'est illustré quelque part sur la vue ici, pour permettre de travailler déjà au niveau des culées dans les parties latérales. Vous voyez ici un modèle 3D des travaux à réaliser. Donc les véhicules passeront ici au centre pendant qu'on travaille déjà sur le côté. Et puis lorsqu'on sera prêt, eh bien, dans une deuxième phase, on fermera complètement la circulation pour relever l'ouvrage avant de terminer les travaux dans la zone centrale et de pouvoir réouvrir dans la situation finale. En termes de planning, on parle ici de 14 mois à peu près de travaux, dont au maximum 4 mois de fermeture à la circulation sur le pont. Je passe au pont de Hacourt, le 3e de nouveau en partant de Laval. Alors celui-ci, sa situation existante actuelle est celle-ci, relativement complexe car déjà implanté dans un tissu urbain relativement important et avec des habitations, commerces directement à proximité des rampes qui mènent vers cet ouvrage. L'ouvrage doit lui aussi être rehaussé d'1,75 m pour permettre de libérer le gabarit à 9,10 m. Donc vous voyez sur cette diapo le trait rouge qui était la face inférieure du pont dans sa situation actuelle et le trait vert qui sera la face inférieure de ce pont dans sa situation future. Et vous voyez que l'on va en fait adjoindre une travée complémentaire à ce pont. Je vais vous en parler tout de suite. En réalité, pour cet ouvrage, nous avons tracé un très très grand nombre d'esquisses pour essayer de trouver la solution idéale ou optimale, mais malheureusement, lorsqu'on conserve les voiries dans leur positionnement en plan actuel, eh bien, avec cette rehausse d'1,75 m de l'ouvrage, on arrive tout de suite à des pentes de voiries qui atteignent inévitablement de l'ordre de 11%. En réalité, les pentes qui sont déjà en place actuellement pour mener vers le pont sont déjà relativement fortes et forcément en relevant l'ouvrage, on a encore tendance à les renforcer et à les rendre inopérantes pour la circulation puisque 11,5 a été jugé non sécuritaire pour faire passer les véhicules et notamment les véhicules lourds qui passent dans cette zone-là. Dès lors, d'autres solutions ont dû être trouvées pour limiter ces pentes. Et les solutions, vous voyez ici en fait l'avant-projet qui a été tracé entre la situation existante et la situation que nous allons projeter ou dessiner actuellement. Que fait-on sur cet ouvrage? Eh bien en fait, la première chose qui doit être faite quelque part, c'est de supprimer ce rond-point qui se trouve en rive droite de l'ouvrage parce que ce rond-point nous empêche quelque part de descendre directement après le pont, de descendre dans la rampe à 7%, puisqu'un rond-point ne peut pas être implanté dans une pente telle, sous peine d'être accidentogène. Donc on va supprimer ce rond-point et on va supprimer quelque part la connexion directe de la branche sud et de la branche nord qui menait vers ce rond-point.
On doit en plus déplacer le pont vers l'amont. Vous voyez dans la situation projetée qu'il est plus bas sur le canal que dans la situation existante. Et ce pourquoi? Eh bien, c'est pour allonger la longueur de cette rampe entre un point bas qui est non modifié ici en bas et l'arrivée sur le pont. Et cet allongement nous permet de justifier une pente maximum de 7%, qui est grosso modo la même pente que dans la rampe existante, mais en la développant sur une plus grande longueur grâce à ce mouvement du pont et à la suppression du rond-point, eh bien, on arrive à franchir le 1,75 m complémentaire que le relèvement du pont nous oblige à franchir. Alors, puisqu'on a supprimé le rond-point, on n'a donc plus cette connexion nord-sud, mais il faut la rétablir parce que le trafic qui vient du sud, notamment du Trilogiport, est relativement important. Et donc, en réalité, cette branche sud va passer sous cette nouvelle travée de l'ouvrage. Ici, vous allez le voir dans une visualisation 3D après, pour aboutir sur un rond-point qui permettra de revenir sur cette nouvelle branche créée ici, qui vient se reconnecter sur la voirie principale. Et c'est l'implantation de cette traversée, ce rond-point et cette nouvelle branche qui nécessite la reprise des terrains que vous voyez en rouge ici, qui sont occupés actuellement par des concessions automobiles, mais qui sont des terrains appartenant au SPW, qui sont donc sous des baux de location. Et donc ces terrains vont être repris pour redévelopper ces voiries et permettre l'ensemble des connexions entre les différentes voiries qui reviennent à cet endroit-là. On en profite également pour intégrer les modes doux dans cet aménagement. Et donc, en fait, essentiellement, vous avez là-bas les deux ravels de part et d'autre du canal qui, grâce à l'aménagement, vont être connectés totalement, puisque sur la coupe transversale de l'ouvrage, on va placer l'automobile au centre, sur deux voies de circulation. Et au nord de l'ouvrage, on aura une piste cyclable bidirectionnelle qui permettra, comme les flèches rouges l'indiquent ici, une interconnexion entre les deux ravels et au sud, oui, une piste cyclable unidirectionnelle qui permet le cheminement direct entre l'ouest et l'est pour les gens finalement qui viennent de Hakour et qui vont vers Visé. En visualisation 3D, sachant que ces images sont basées sur l'avant-projet et qu'elles sont encore susceptibles de légèrement modifier, vous pouvez voir les principes de ce qui vient d'être expliqué. Et en zoomant légèrement, eh bien, on voit ici le passage de la branche qui vient du sud sous la nouvelle travée de l'ouvrage et le nouvel emplacement du pont, une trentaine de mètres plus au sud. En termes de phasage, à nouveau, beaucoup de réflexions ont eu lieu pour essayer de limiter, là aussi, la coupure à la circulation au maximum sur cet ouvrage. Et donc, dans un premier temps, nous devrons couper la circulation totalement pour, dans un premier temps, simplement relever l'ouvrage à la verticale, relever d'1,75 m pour libérer le gabarit le plus rapidement possible sur le canal Albert et créer des connexions provisoires sur les rampes, c'est-à-dire des remblais avec des voiries provisoires qui mèneront vers le pont 1,75 m plus haut. Cela veut dire que les pentes développées dans ces voiries-là seront trop importantes pour une situation définitive, mais permettront néanmoins en situation de chantier l'accessibilité du pont. Les axes nord-sud seront coupés pendant cette phase. Dans un deuxième temps, on pourra alors venir travailler à la réalisation des nouvelles culées, des nouvelles rampes et des nouveaux tabliers de pont, pendant que la circulation est toujours autorisée selon l'axe ouest-est. Et dans un troisième temps, alors lorsque ces nouveaux aménagements au sud seront prêts, eh bien on viendra faire ce qu'on appelle un ripage de l'ouvrage, c'est-à-dire le déplacer transversalement de sa position actuelle vers sa nouvelle position un peu plus au sud. Pendant ce ripage, évidemment, de nouveau, la circulation automobile sera coupée sur l'ouvrage, le temps de faire le ripage, mais aussi de réaliser les connexions entre les nouvelles rampes créées et les anciennes rampes, et évidemment de refaire la connexion entre le pont et ces rampes. Dans une quatrième phase, on pourra alors réouvrir la circulation sur le pont déplacé et on viendra terminer les aménagements au nord, avec notamment la réalisation du rond-point, la voirie et les différentes connexions, pour arriver à la situation finale qui sera donc celle-ci. En termes de planning, on parle ici d'un chantier de l'ordre de 21 mois,
avec 2 coupures, la première pour relever l'ouvrage, comme je viens de l'expliquer, la seconde pour le translater et le connecter aux nouvelles rampes. Et donc, on positionne ce chantier entre la fin 2025 et la mi-2027, avec une première coupure lors du premier semestre 2026 de l'ordre de 2 mois, et une deuxième coupure dans le second semestre 2026 de plus ou moins 3 mois, sachant que toutes ces durées sont toujours en cours de validation au bureau d'études et qu'elles seront évidemment imposées à l'entreprise dans les cahiers des charges. J'en arrive au dernier ouvrage, le pont de Hermal sous Argenteau. L'ouvrage en situation existante, le voici. Donc on est là aussi sur un pont dit bowstring, avec un arc supérieur. Et celui-ci possède, par rapport à celui de Hacourt, 2 travées complémentaires qui passent au-dessus des voiries longeant le quai de part et d'autre. Là aussi, le pont doit être relevé d'1,75 m pour garantir le nouveau gabarit à 9,10 m. À nouveau, la trace en rouge, partie inférieure de l'ouvrage actuellement en vert, dans sa situation future. Et oui, l'ouvrage là est relevé à la verticale d'1,75 m. Volonté également d'intégrer et de sécuriser le passage des modes doux sur cet ouvrage. Comme vous le voyez sur la diapo actuelle, de la situation actuelle, les cyclistes sont plutôt directement sur la voirie qui n'est pas extrêmement large et donc on a parfois des conflits. Et donc le projet prévoit de passer d'une coupe transversale sur l'ouvrage actuel qui est celle-ci, donc avec des trottoirs relativement étroits et peu accessibles pour les cyclopiétons, à cette coupe transversale où en fait on va venir rajouter une passerelle en rive qui permettra de passer le trottoir côté Liège à 4 mètres de largeur et donc d'avoir un passage d'une piste cyclable bidirectionnelle également sur ce trottoir pour sécuriser la traversée. En vue en plan, le projet prévoit donc ceci, donc relèvement de l'ouvrage sur 1,75 m. Les voiries existantes restent en position en plan, mais sont retravaillées pour leur profil en long pour venir se connecter au pont. On voit qu'on aboutit à des pentes de l'ordre de 7% similaires à celles que l'on aura à Hacourt sur les 2 rampes de part et d'autre. Les connexions seront refaites sur les rampes perpendiculaires qui viennent se reconnecter aux rampes principales. Et pour les modes doux, la pente de 7% étant relativement importante sur cette longueur, il a été décidé de créer un aménagement propre que l'on voit ici dans cette zone où en fait les cyclistes seront amenés à suivre cette zone qui leur est totalement dédiée, qui bifurque quelque peu dans la zone ici pour augmenter, la développer, la longueur et donc monter vers le pont avec une pente limitée à 5%. Donc les cyclistes seront vraiment sur un itinéraire totalement, qui leur est totalement dédié. Alors, on profite également de ce chantier pour réhabiliter l'ouvrage, réhabiliter notamment en termes de remise en peinture. Vous voyez la situation actuelle des arcs notamment qui sont relativement corrodés. On va également profiter pour réparer les bétons de l'ouvrage puisqu'on a notamment des arrivées d'eau en rive qui montrent des zones un peu abîmées avec de la corrosion d'armature. Donc, on va réhabiliter cela également. Et bien entendu, le revêtement de l'ouvrage et ses joints de dilatation, puisqu'on le remonte, seront remplacés afin d'assainir la situation. En termes de planning, on parle ici donc finalement de 2 phases principales, une de 14 mois, une de 10 mois. Quelles sont ces 2 phases? En réalité, la première ici concerne tous les aménagements totalement utiles pour le projet de base qui est le relèvement de l'ouvrage et la reconnexion des voiries. La deuxième phase a été scindée et se réalisera plus tard, en réalité, pour permettre, dans cette zone blanche ici, les travaux sur le pont de Hacourt et ne pas fermer les 2 ouvrages en même temps. Et cette deuxième phase, elle concerne quoi? Elle concerne plutôt tout ce qui est réhabilitation de l'ouvrage, qui peut attendre encore un petit peu. Je repasse la parole à Madame Hellemans pour la conclusion. Voilà, merci Frédéric. Et donc, en termes de planning, si on regroupe vraiment les 4 chantiers, on peut voir notamment ce qui est intéressant sur cette dia-ci. Donc, en mauve, on retrouve les durées de coupure des ponts. Et donc, en fait, on remarque, et ça, c'est une imposition qu'on va contraindre les entrepreneurs du chantier. Donc, il sera strictement interdit de fermer 2 ponts voisins à la circulation. Et donc ici, on constate qu'effectivement, qu'il y aura une période où l'X et Hermal seront coupés en même temps, mais à ce moment-là, Hacourt sera ouvert, et à l'inverse, lorsque
à court aura ses périodes de fermeture. Alors dans ce cas-là, les accès au pont de Lix et Hermal seront garantis. Un petit point au niveau communication, donc on a prévu de communiquer tout au long du projet. Et donc pour ça, on a créé une page web donc sur pont-canalalbert.wallonie.be. Donc ici, si vous scannez le code QR, vous devriez arriver sur la page. Et donc l'objectif, sur cette page web, vous allez retrouver des informations concernant les projets, mais aussi des actualités et notamment les déviations qui sont prévues en cas de coupure et les dates de coupure. Et alors prochainement, donc ce n'est pas encore accessible pour le moment, mais il y aura une newsletter. Donc n'hésitez pas à vous enregistrer et comme ça vous aurez, alors dès qu'il y aura une actualité, vous recevrez une notification et donc vous pourrez être au mieux informé. Donc voilà, donc il me reste à vous remercier pour votre attention. Donc on va faire une petite pause de 5 minutes. Donc si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on revient alors pour y répondre au mieux. À tout de suite. Ce projet vise au rehaussement de 3 ponts sur le canal Albert. Donc il s'agit des ponts de Hermal-sous-Argenteau à Cour-et-Lix. Le pont de l'Anneille est déjà à la bonne hauteur, donc on ne va pas le rehausser, mais on va adapter la signalisation fluviale pour optimiser la navigation. Le projet intègre également des aménagements pour les piétons et les modes doux afin d'améliorer l'accessibilité et la sécurité des usagers. L'objectif principal est de permettre le passage de bateaux avec 4 niveaux de conteneurs au lieu de 3 comme actuellement et favoriser le transport fluvial et par conséquent réduire le nombre de camions sur les routes. Le rehaussement des ponts est vraiment indispensable pour permettre de laisser passer des barges avec 4 couches de conteneurs au lieu de 3. Donc on pourrait passer de 150 conteneurs à 200, un peu plus de 200 conteneurs. Donc l'objectif évidemment est de reporter au maximum le transport des marchandises de la route vers la voie d'eau. Mais ça va permettre de transporter plus de marchandises, plus de création d'emplois et une augmentation de la croissance pour tout le bassin liégeois. Les travaux auront un impact sur la mobilité, notamment en raison des fermetures temporaires des ponts pendant les travaux. Cependant, nous avons pris des mesures pour limiter au maximum les perturbations. Par exemple, il sera interdit de fermer simultanément 2 ponts voisins à la circulation. On travaille en étroite collaboration avec les autorités locales, notamment la police et les représentants des administrations communales et régionales, afin de définir les itinéraires les plus adaptés. Nous avons prévu de communiquer régulièrement avec les riverains, les entreprises locales et toute personne concernée, afin que chacun ait la bonne information, notamment l'évolution au niveau des itinéraires de déviation. Alors, on a reçu une première question en amont, mais qui pourrait intéresser l'ensemble des participants. Est-ce qu'il existe une étude sur l'impact économique du rehaussement des ponts qui a motivé la décision de réaliser ces travaux? Alors oui, des études socio-économiques ont été menées et elles ont démontré vraiment que le projet était rentable tant pour la Wallonie que pour l'Europe. Notamment, elles ont mentionné que pour chaque euro investi dans le cadre des travaux, ça rapporterait un bénéfice de 3 euros. Au-delà de l'impact sur le trafic fluvial, les études ont démontré qu'il y avait des gains pour les usagers et aussi pour l'environnement, notamment parce qu'il y aura des réductions au niveau du nombre d'accidents, des diminutions de la pollution, des nuisances sonores et également une diminution de la congestion sur les routes. Comment est-ce qu'on peut venir depuis Liège vers le centre de l'Anneille? Est-ce qu'il sera toujours possible de passer sous le pont de Lix?
Alors au niveau des itinéraires de déviation, que ce soit pour le pont de l'Ix ou le pont de Hermal et de Hacourt, donc les itinéraires n'ont pas encore été définis, mais nous travaillons en concertation avec la police de la Basse-Meuse, les conseillers en mobilité des communes avoisinantes, les services de secours, etc., pour vraiment définir les meilleures déviations possibles pour permettre que ça impacte le moins possible les usagers. Pour revenir par rapport au pont de l'Ix, donc a priori on pourra toujours passer sur la voirie qui passe donc en dessous du pont, sauf peut-être les quelques jours où on sera vraiment dans la manipulation du pont pour le relever. Là peut-être que pour point de vue sécurité, il sera nécessaire de couper la voirie, mais sinon a priori elle restera ouverte durant le chantier. Il y aura le semi-marathon de la province de Liège le 19 octobre. Est-ce que pendant les travaux du pont d'Hermal, un accès piéton sera toujours disponible en cette date-là, ou bien est-ce que le pont sera complètement fermé? Oui, donc on a prévu, donc, de nouveau pour le pont d'Hermal et aussi pour le pont, qu'il y ait un accès piéton et cycliste qui soit garanti durant la durée du chantier. Alors, quand on dit cycliste, à un moment donné, ce sera peut-être... voilà, vélo à la main, parce que quand on viendra juste de relever le pont, ben, voilà, il y aura forcément un escalier avec une rampe, mais ou sinon, il y aura effectivement toujours l'accès qui sera garanti. Maintenant, pour réaliser un marathon, voilà, il faudra qu'on se concerte avec les communes pour voir quel sera le meilleur itinéraire possible. Donc, on en a déjà discuté avec les communes et on verra avec eux vraiment ce qu'il est possible de faire pour que le marathon se passe vraiment dans les meilleures conditions possibles. Où est-ce que la zone de chantier du pont d'Hermal sera positionnée et est-ce que l'accès au zoning sera garanti? Alors, l'accès au zoning de Hermal et à toute entreprise sera forcément toujours garanti. Maintenant, au niveau de la zone de chantier, a priori, donc ce sera sur les ponts et les rampes. Et au niveau, pour le moment, il y a les boucles de voirie qui descendent vraiment au niveau du halage. Et donc, c'est à l'intérieur de ces oreilles, entre guillemets, qu'on a prévu les installations de chantier de l'entrepreneur. Au niveau des solutions de communication pour les commerçants des différents villages, est-ce que certaines ont déjà été trouvées? Est-ce que vous avez une publicité pour les commerçants impactés? Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, donc on aura une page web donc, qui sera vraiment dédiée aux travaux où on mettra vraiment toutes les actualités. Et donc voilà, j'invite les commerçants vraiment à s'inscrire à la newsletter de manière à recevoir les notifications quand il y aura des modifications. On prévoit aussi de communiquer, mais vraiment de manière très très régulière avec les communes et avec leurs services de communication, de manière à ce qu'eux aient aussi l'information et que les communes puissent communiquer alors avec leurs propres outils. Et est-ce qu'une idée a été... est-ce que vous vous êtes déjà fait une idée sur l'impact de la circulation justement dans les rues qui sont habituellement calmes par rapport à toutes ces déviations? Donc voilà, donc il y aura des déviations, mais comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas encore défini les itinéraires qui seront effectivement réalisés. Donc vraiment l'objectif, c'est qu'il y ait vraiment le moins d'impact pour les usagers, pour les riverains. Et donc on va essayer de trouver des solutions optimum, même si on imagine bien que ce ne sera pas aussi idéal que forcément s'il n'y avait pas de travaux. Avez-vous fait une simulation du trafic pendant les heures de pointe? Alors oui, des études de mobilité ont réalisé au début des études, justement pour définir les trafics en heures de pointe. Et donc, tous ces chiffres-là seront utilisés notamment lorsqu'on définira les itinéraires de déviation. Est-ce qu'il est prévu de consulter les entreprises pour les plans de déviation? Alors, on a prévu de consulter différentes instances, notamment les services de secours, etc. Et on pourra bien entendu consulter si les associations d'entrepreneurs. Effectivement, plus on a de tête, plus on aura d'idées. Donc, on n'est pas contre du tout à pouvoir, à un moment donné,
proposer ce qui est prévu pour voir si d'autres idées pourraient intervenir. Alors, est-ce qu'à un moment donné, il y aura une interruption de la navigation au niveau des barges? Alors, au niveau de l'interruption de navigation, a priori, on n'a pas encore défini, parce que ça dépendra aussi de ce que l'entrepreneur mettra en place, mais potentiellement, s'il y a un arrêt à la navigation, ce sera au moment où on soulève les ponts, voilà, pour garantir encore une fois la sécurité des usagers. Mais les opérations, finalement, juste pour soulever le pont, ça ne prendra vraiment qu'une journée, voire deux maximum. Et donc, il est possible qu'à ce moment-là, il y ait une interruption de la navigation. Avez-vous pensé à l'impact de ces travaux sur les commerçants proches du pont de Hacourt? Donc, évidemment, on a conscience de l'impact que ça peut avoir sur les commerces et sur les entreprises locales. Et donc, comme je le disais, vraiment l'objectif de toute façon, ce sera de garantir l'accès aux différents commerces à tout moment. Et donc, voilà, d'essayer que ça se passe au mieux. On va vraiment communiquer de manière régulière afin que chacun ait les informations en temps utile. Et voilà, et vraiment notre objectif, c'est que ça se passe le mieux possible pour les usagers, les riverains, mais effectivement aussi pour les commerçants. Est-ce qu'il existe un système de compensation pour les entreprises ou commerces qui se sentiraient lésés par les chantiers? Alors, la région prévoit des indemnités en cas de travaux sur la voirie publique. Et donc, pour ça, je vous invite à consulter le portail de la Wallonie où toutes les conditions d'octroi des indemnités et les procédures, ils expliquent bien les procédures pour réaliser les demandes. Donc, tout ça est vraiment expliqué sur le portail de la Wallonie. Donc, voilà, je vous invite à aller le consulter pour avoir l'ensemble des informations. Est-ce que tous les marchés ont été attribués? Voilà, donc pour le moment, aucun marché n'a encore été attribué. Donc nous allons prochainement publier les cahiers de charges des travaux pour que les entrepreneurs puissent soumissionner. Dans combien de temps les personnes concernées pourront-elles recevoir les plans de déviation? Donc vraiment, notre objectif, c'est de travailler en amont des travaux. Donc il y a déjà eu des réunions de concertation qui ont eu lieu avec la police, les services de secours, etc. Donc on a déjà entamé les discussions. Et donc je ne saurais pas dire, voilà, c'est dans les prochaines semaines, nous y verrons plus clair. Mais dans tous les cas, de toute façon, nous publierons en amont sur le site web les informations. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, de toute façon, n'hésitez pas à aller voir sur le lien du site internet dédié au projet et à vous abonner à la newsletter pour recevoir les notifications dès qu'il y a une évolution dans les différents projets. La newsletter devrait arriver dans la semaine ou dans les prochaines semaines. Et elle sera régulièrement actualisée avec les informations nécessaires. Ok, parfait. Donc, je vous remercie. Merci à tous.